Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 28. Aujourd'hui, on est samedi, je me suis levée hyper tard. Hier soir, je me suis endormie très très tard. Et donc ce matin, j'ai commencé comme tous les matins par faire mon montage. Et ensuite, je suis passée à une activité un petit peu obligatoire, à savoir le truc que je déteste le plus faire. Enfin, une des choses que je déteste le plus faire, mais qui était plus que nécessaire, laver mes pinceaux. Et je vous montre absolument en détail comment j'ai fait, parce que ça m'a été très très demandé, genre juste un nettoyage complet, vous expliquer exactement comment je fais, parce qu'il y a une technique. Je commence toujours par les petits pinceaux, parce que je trouve ça beaucoup plus simple en fait. Ce que je fais, c'est que j'en prends comme ça dans ma main, j'en prends quand même pas mal. Ensuite, je les mets tous dans ma main droite et je vais venir comme ça taper le bout sur ma main gauche de manière à ce qu'ils soient tous au même niveau. Et quand c'est fait, je vais venir mettre un peu d'eau, de préférence de l'eau chaude ou de l'eau tiède, et je vais venir frotter d'abord sur mon savon pour que tous les pinceaux aient suffisamment de savon dessus. Alors, vous pouvez faire ça genre avec un shampoing, avec un gel douche et tout. Honnêtement, j'ai remarqué que ce qui fonctionnait le mieux, ça restait quand même les savons solides, tout simplement parce que en fait, le savon se disperse hyper bien et en fait, en même temps, vous pouvez frotter vos pinceaux dessus. Et moi, j'ai aussi ce gant là qui vient de chez Sigma. C'est un vieux gant que ça fait longtemps que je l'ai maintenant. Je sais qu'il existe des tapis aussi pour pouvoir laver vos pinceaux et en fait, dessus, je vais juste venir frotter comme ça un peu plus mes pinceaux. Hop, je les frotte dans mes mains. Je vais rincer une fois. Je vais en mettre un petit peu d'eau et refrotter correctement. Et je nettoie aussi parfois le bout parce que quand j'utilise du concealer, ça vient aussi par là et c'est pas hyper cool. Hop. Et je rince dans la foulée. Comme ça c'est fait, ça laisse pas le temps aux bactéries de rester. J'aime pas trop ça, donc du coup je les rince direct. Et c'est pareil que pour les cheveux, quand vous les rincez, il faut vraiment entendre un petit bruit, je vais vous montrer. Ça c'est le bruit qu'il faut entendre avec vos pinceaux, c'est la preuve qu'ils sont bien rincés et qu'il n'y a plus de savon dessus. Hop. Ensuite, je sors et je vais les poser sur une serviette pour qu'ils sèchent tout seuls. Du coup, je vais répéter l'opération avec tous les petits pinceaux. En fait, c'est ceux qui me gavent le moins à faire. Les autres, franchement, les gros pinceaux à fond de teint, c'est ce qu'il y a de pire. Je déteste laver ça. Parce que, en fait, j'ai arrêté d'utiliser des beauty blenders ces derniers temps parce que je trouve que c'est moins... J'ai un peu mal à me maquiller avec. En fait, je préfère les pinceaux pour le moment. Et donc du coup, les pinceaux à fond de teint, c'est cool. Mais c'est super chiant à... C'est super chiant à laver. Ensuite, par ordre de préférence, quand il va me rester que quelques petits pinceaux comme ça, je vais d'abord faire ensemble tout ce qui est pinceau contouring, pinceau blush, etc. Donc ces pinceaux-là. Là, je vois qu'il en reste d'autres petits au fond, mais je vais d'abord vous montrer ceux-là. Hop, donc ça c'est pinceau contouring, pinceau blush, qui sont un tout petit peu plus gros que les pinceaux pour les yeux. Même principe, sauf que c'est là je mets plus d'eau, bien sûr, parce qu'il y a plus de poils. Et là, le lavage va être un tout petit peu plus long. Alors faites attention, ne faites pas comme moi hein, quand vous lavez au pinceau à mettre un pull blanc. Parce que les petites particules de fond de teint qui vont se mettre sur votre pull, c'est juste infernal. Mais bon, là j'ai pas réfléchi avant de faire cette vidéo. Je me suis dit que j'allais juste laver mes pinceaux. Donc là, je le fais toujours en 2 fois. Je mets bien de l'eau à l'intérieur des pinceaux. Hop, pour que le savon en fait adhère de partout. Et vous voyez, en fait, vous allez vite vous rendre compte que si vous rincez bien vos pinceaux et si vous rincez bien votre savon à chaque fois, vous allez voir que quand la mousse de votre savon devient blanche, c'est que c'est bon. C'est que vous avez bien lavé vos pinceaux et qu'il n'y a plus de poudre, de blush, de contouring, de bronzer, de highlighter et tout. Et là, hop. Vous voyez, quand on fait ça, la mousse elle est encore un tout petit peu orange. Je pense qu'il y en a un au milieu là qui veut pas trop se laver. Je pense que c'est celui-là. Hop.
Ah oui, faites attention aussi, j'oublie de vous le dire, mais en fait, celui du milieu, il aura toujours tendance à partir un peu vers l'intérieur, ce que vous poussez. Donc n'hésitez pas à le sortir et à les changer de place de temps en temps. Et oui, c'est toute une technique pour laver ses pinceaux. Vous êtes sûrement en train de vous foutre de ma gueule, mais je vous jure que quand on a autant de pinceaux que moi, il faut trouver des techniques hein, pour les laver plus rapidement et plus facilement, parce que sinon on met 3 jours quoi. Donc, Alors ce que je fais aussi de temps en temps, je le fais pas tout le temps, ça dépend du savon que j'utilise, c'est de désinfecter en fait tous mes pinceaux avec de l'alcool à 70. En fait, j'ai de l'alcool à 70, vous pouvez acheter n'importe où. Bon, en ce moment, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile d'en trouver. Mais de l'alcool à 70 ou de l'alcool à 90, donc neutre. Et en fait, vous le mettez dans un petit vaporisateur et vous en mettez partout sur vos pinceaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pinceaux sont littéralement des nids à microbes. Et donc, si vous ne lavez pas suffisamment fréquemment vos pinceaux ou que vous les lavez genre avec un shampoing par exemple, bah, le shampoing ne va pas forcément tuer toutes les bactéries. Donc du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux aussi de temps en temps utiliser un peu de l'alcool à 70 ou de l'alcool à 90 pour pouvoir tuer les bactéries et donc vous mettez pas n'importe quoi sur votre visage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que les gens pensent que c'est juste aussi un aspect genre juste on enlève la matière, mais il faut aussi comprendre si on lave ses pinceaux et surtout la raison principale pour laquelle on lave ses pinceaux, c'est bien sûr pour pas mettre de bactéries sur son visage. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix d'arrêter d'exposer mes pinceaux dehors, en fait, à la poussière. Maintenant, mes pinceaux sont rangés dans des tiroirs qui sont fermés pour éviter aux bactéries et à la poussière de venir dedans. Ok, donc là, on arrive bien évidemment sur la partie un peu relou. Donc ça, ce sont les pinceaux, genre encore faciles à laver. Voilà, ça c'est simple. Et puis ça, c'est que des pinceaux à fond de teint. Et donc ça, c'est juste méga chiant. Ce sont mes pinceaux préférés, donc forcément c'est ceux qui sont le plus souvent sales. Il y a celui-là de chez Tarte qui est trop bien, qui est incroyable. Je ne saurais même plus vous dire lequel c'est, mais il est hyper large et du coup il est trop cool. Il y a aussi celui-là en précision qui est trop bien. Enfin bon, bref, les Tartes c'est mes préférés pour les pinceaux visage. Écoutez, là du coup, celui-là je crois que je l'ai utilisé qu'une fois cette semaine. Donc du coup il va pas être trop difficile à laver. Alors pour les pinceaux fond de teint, là pour le coup il faut vraiment les faire tout seul. Parce que, vous voyez, regardez, ça ne mousse pas. Et donc ça c'est normal, c'est juste parce qu'il y a tellement de poils que du coup c'est hyper long. Donc à chaque fois, genre, moi je le fais en plusieurs steps. Une fois je rince. Et là pour le coup la brosse n'y fera rien. Moi je conseille de le faire vraiment avec la main parce qu'il n'y a que comme ça vous pouvez atteindre des endroits du pinceau qui sont sales en fait. Parce que en fait dans le problème des pinceaux fond de teint c'est que le fond de teint va vraiment genre jusque là. Donc là c'est la couleur normale, ça c'est la couleur fond de teint. Donc en fait il faut vraiment genre passer du temps. Donc voilà, écoutez, je vais vous mettre un timelapse et je pense que vous avez compris. Mais ça va être forcément un petit peu plus long pour les autres. Hein. Ensuite, les pinceaux finissent toutes sur une serviette sur mon lit. Donc en fait, ce que je faisais avant, mais ce qu'il faut pas vraiment faire, c'est faire ça. Parce qu'en fait, ça casse la forme du pinceau. Donc à la place, il vaut mieux genre les sécher comme ça dans la longueur. Même si moi, je préfère maintenant genre juste faire une fois comme ça pour enlever l'excès d'eau. Et après... Du coup, maintenant, il est déjà bientôt 17h. La vérité, c'est que j'ai fait à manger et j'ai géré 2-3 petites choses et je me suis endormie sur le canapé. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis vraiment fatiguée.
Et là, du coup, j'ai aussi regardé les 3 derniers épisodes de Riverdale que j'avais pas encore vus. En fait, j'ai pas du tout passé du temps devant les séries depuis le début du confinement. Et là, j'ai commencé à regarder le premier en mangeant et je me suis pas arrêtée. J'ai regardé les 3 derniers qui me restaient, donc je suis contente d'avoir fini au moins la saison. Là, il me reste plein de séries à rattraper. Elite, The 100, Outlander. Enfin, bref, il me reste vraiment beaucoup de séries à rattraper, mais j'ai le temps. Et là, je vous reprends juste parce que mon nouveau vlog va sortir en première dans quelques minutes. Là, le compte à rebours va pas tarder à commencer. Et j'avais envie de le commenter un petit peu avec vous et de vous montrer tout ça. Donc, bah écoutez, c'est parti. Aujourd'hui, je me suis un tout petit peu préparée, un peu plus que d'habitude, parce que je me suis dit que ça m'aiderait peut-être à aller mieux qu'hier. Et aujourd'hui, j'ai décidé de pas faire malheureusement ma 4e séance de sport de la semaine parce que en fait je me sens pas bien, j'ai pas envie. J'ai pas mal forcé ces derniers jours et en fait peut-être que j'aurais dû aussi prendre en compte le contre-coup de tout ça en fait. Surtout que là on a appris que le confinement allait durer jusqu'au 15 avril, donc ça aussi c'est un petit... Pas comme un coup dur parce que finalement on le savait je pense, mais forcément ça fait pas trop plaisir et j'aurais aimé que... Bah oui, en fait, j'étais pas prête à l'entendre tout de suite, même si je pense qu'on le savait tous et ça fait un peu chier. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je pense surtout aux personnes qui sont en première ligne et qui se battent tous les jours pour nous, aux hôpitaux, aux gens qui travaillent dans les magasins de grande surface, aux gens qui continuent à travailler au contact des gens, les livreurs, la poste, etc., les éboueurs aussi qui continuent à faire leur travail malgré tout. Il y a tellement de gens qui continuent à travailler et qui n'ont pas le choix en fait que de sortir et que de s'exposer à la maladie, qu'en fait on peut juste être... En fait la seule chose qu'on peut faire c'est être patient et attendre que tout ça réussisse à s'en aller en fait, qu'on réussisse à... qu'on trouve une solution qu'on trouve une solution, qu'on arrive à éradiquer la pandémie, qu'on arrive à trouver un vaccin, un médicament qui fonctionne. Et nous, en fait, tout ce qu'on peut faire, et ça on le redira encore jamais assez, c'est de rester à la maison, mais même si c'est dur, et en fait, je pense qu'on a peut-être sous-évalué pour tous peut-être les dégâts, entre guillemets, psychologiques de ce que ça peut faire aussi de rester à la maison. Pour ma part, ça va, je suis avec Henri et je sais que quand ça va pas, je peux en parler. Je sais que c'est pas toujours évident pour tous, donc je voudrais aussi vous dire que si jamais vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter pendant ce confinement ou ces moments qui sont un petit peu difficiles, je fais de mon mieux pour vous répondre sur toutes les plateformes, que ce soit dans les commentaires sous cette vidéo, sous mes vidéos, sous mes vlogs, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler parce que j'essaye de répondre au max à tout ce que je peux répondre en fait, même si ça doit me prendre 4, 5, 6 heures par jour. N'hésitez pas parce que je sais que c'est pas facile, je sais que c'est compliqué. Et si on peut traverser ça ensemble et faire en sorte que ça soit un peu moins dur, et ben faisons-le. Et j'ai été là pour vous pendant 9 ans, alors j'ai envie d'être là aussi pour vous pendant cette période. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vais répondre à vos petits commentaires et je vais regarder le vlog avec vous en première, en cette belle journée. Il y a un truc aussi qui me fait rire, je sais pas si vous avez vu ça aussi, mais moi ça me fait trop marrer, c'est la météo. Genre à la télé, ils continuent à passer la météo et tout, et à dire il fait un grand ciel bleu, paladi palada, alors qu'en fait, en vrai, on peut même pas en profiter, tout le monde est en PLS, sauf les gens qui ont la chance d'avoir un jardin. Mais c'est vrai que moi perso, le soleil, je le vois de ma fenêtre. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux à suivre ce live, ça fait trop plaisir, enfin à suivre c'est pas vraiment un live, hein, c'est le vlog qui sort en première et qu'on peut commenter ensemble, ça me fait toujours trop plaisir de pouvoir parler avec vous. Alors vous êtes très nombreux à me dire oh déjà c'est déjà fini, c'est trop court. En fait j'essaye toujours de faire en sorte que les vlogs soient entre 10 et 20 minutes, mais je vous avoue que c'est pas toujours évident. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog où je vous expliquais que justement c'est difficile quand on est en confinement de vous proposer du contenu et des choses qui peuvent vous intéresser, puisque même nous en fait on sait pas trop quoi faire avec nos vies. donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai complètement oublié de vous le mettre dans le vlog d'hier, mais j'ai fait une petite recette de cookies hyper simple à faire à la maison qui sont un peu plus sains que des cookies classiques. Parce que justement, comme on bouge un petit peu moins pendant le confinement, si on veut essayer de faire aussi attention à ce qu'on mange, ça peut être cool. Donc cette recette, je l'ai tournée hier soir et j'étais pas hyper satisfaite du rendu de la vidéo, hein, pas des cookies, hein. Les cookies en soi sont très très bons. Mais du coup, je me suis dit que j'allais
j'allais vous partager cette petite recette et donc je vous la mets maintenant. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous proposer aujourd'hui une recette de cookies un petit peu plus healthy donc qu'un cookie traditionnel parce que bah voilà, avec le confinement l'idée c'est pas de manger comme on a l'habitude de manger, surtout si on n'a pas d'activité physique à côté, parce que c'est le meilleur moyen pour le coup de prendre du poids et d'être en moins bonne santé. Faut quand même faire attention, donc du coup j'avais quand même envie de me faire plaisir, mais aussi j'avais envie de faire quand même attention, et donc je voulais vous proposer une petite recette de cookies hyper simple à réaliser, beaucoup plus sain que des cookies normaux. Et donc bah écoutez, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre cette recette de cookies dans ma story à la une sur Instagram, donc du coup ben voilà, vous pourrez la retrouver. Je suis désolée, du coup là la lumière est nulle, mais voilà, à défaut de filmer une vidéo sur ma chaîne de cooking, je vous fais une petite recette par ici. Pour commencer, on va préchauffer son four à 180 degrés Celsius, je précise. Donc pour cette recette, vous avez d'abord besoin de 200 g de flocons d'avoine. Alors là je les ai pris sans gluten parce que j'en ai trouvé. Ce qu'il faut savoir, c'est que naturellement les flocons d'avoine ne contiennent pas de gluten. Maintenant quand ils sont mélangés donc à d'autres flocons d'avoine dans les usines, etc., où là c'est ramassé, c'est parfois il peut y avoir des traces de gluten. C'est la raison pour laquelle ils vendent aussi des flocons d'avoine sans gluten. Donc ceux-là ils ont été vraiment empaquetés à part, donc ça c'est vraiment pour les gens cœliaques qui sont complètement intolérants au gluten, qui a donc ce genre de flocons d'avoine. Donc voilà, moi c'est juste parce que j'en ai trouvé et donc je préfère, mais sinon n'importe quel flocon d'avoine fonctionne avec gluten ou sans gluten. De toute manière il n'y a pas de gluten dans le flocon d'avoine, il y a juste des traces de temps en temps selon la manière dont il a été produit, tout simplement. Donc on part d'abord sur 200 g de flocons d'avoine. Pas besoin de préciser qu'on se lave bien les mains avant et qu'ensuite on ne se touche ni le visage ni les cheveux, sinon voilà, ça ne sert à rien. Alors ensuite, deux options s'offrent à vous, ça dépend de la taille de vos flocons d'avoine. Soit vous les laissez assez gros, soit comme moi vous aimez bien les casser un peu, et donc auquel cas je vais juste venir prendre genre un rouleau à pâtisserie et je vais venir casser les grains de flocons d'avoine. Vous allez me prendre pour une folle, mais je vais juste faire ça. Si par exemple vous avez un mixeur chez vous, vous voyez, un mixeur genre pour les trucs solides, genre pour les noix, pour les choses comme ça, moi j'en ai pas. D'ailleurs c'est mon prochain investissement je pense. Vous pouvez très bien le mettre dedans pour avoir une espèce de poudre. Voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Si vous aimez les gros morceaux, vous pouvez avoir les gros morceaux aussi, c'est très bien. Si jamais vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez très bien le faire avec vos mains, juste en prenant les flocons d'avoine et en les cassant un petit peu dans vos mains. Ça marche aussi très bien. Il y a plein de méthodes différentes. Vous le faites jusqu'à avoir la consistance de flocons d'avoine qui vous convient. Encore une fois, si jamais vous arrivez à avoir des flocons d'avoine qui sont de base plus petits, bah c'est cool. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 bananes. Alors, de préférence, c'est mieux si elles sont bien mûres. Genre, par exemple, c'est une bonne recette. Si jamais vous avez des bananes qui commencent un peu à noircir et que vous n'avez pas envie de manger comme ça, vous pouvez les mettre dans un banana bread ou alors dans cette recette de cookies. Donc là, j'ai une banane qui est un peu passée et une banane que je viens d'acheter, mais comme elle est un peu abîmée là, bah, je vais l'utiliser tout de suite. Donc ce que je vais faire, et là vous allez encore me prendre pour une folle, donc vous pouvez choisir 2 options. Soit vous allez les écraser dans un bol avec genre un fouet ou un truc comme ça, ou alors si vous avez les mains propres, vous pouvez le faire à la main, parce que de toute façon, vos cookies, vous allez les mélanger à la main par la suite, donc c'est comme vous préférez. Et puisqu'on est sur une chaîne civilisée, eh bien je vais le faire avec vous, mais pas à la main. Je vais le faire avec une fourchette. Donc vous coupez votre petite banane en petits bouts, pas grave. Hop, je vais déjà essayer de la... Ah, elle est pas du tout mûre. C'est parti. Vous pouvez même ajouter une 3e banane si vous en avez envie. Mes bananes, donc j'ai peur que ça soit trop chiant à mélanger. Pour l'instant, je vais faire ça avec 2. Hop. Alors l'avantage de cette recette, c'est qu'en fait, elle est vraiment déclinable à l'infini. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Que ce soit, si par exemple vous avez envie de rajouter des œufs, vous pouvez. Si vous voulez rajouter de la farine, vous pouvez aussi, mais auquel cas, bon là du coup ce sera plus trop la même recette, mais ça dépend aussi de vos préférences. Et ensuite en termes de qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour le goût, là déjà ça va bien avoir le goût de la banane, mais moi par exemple je vais vous le montrer juste après, je vais rajouter du chocolat, je vais rajouter des noix, vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez. Ça c'est vraiment cool, vous pouvez rajouter aussi par exemple des, je sais pas moi, des fruits que vous aimez bien, de préférence genre des fruits rouges ou des groseilles, des mûres, des framboises, enfin ce que vous voulez.
Et là en fait les proportions pour la recette elles sont hyper simples à se rappeler, c'est en gros 100 g de flocons d'avoine pour une banane. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Donc là j'ai fait une recette avec 200 g de flocons d'avoine et 2 bananes. Si jamais vous en voulez plus des cookies, bah vous faites 300 g de flocons d'avoine et 3 bananes, etc. etc. Voilà, c'est hyper facile de s'en souvenir. Vraiment, c'est pas compliqué. Donc moi je suis d'humeur un petit peu festive. J'ai envie de rajouter du chocolat. Alors moi qu'est-ce que j'achète comme chocolat? Comme là on parle quand même d'une recette un petit peu plus saine que les recettes classiques, on va dire, de cookies. J'ai décidé de rajouter un de mes chocolats préférés parce que même à manger comme ça je le kiffe. C'est le chocolat noir à 71% avec des noisettes entières à l'intérieur de la marque Darden. Alors je sais pas si vous avez déjà goûté les chocolats de cette marque, mais je les trouve excellents, que ce soit les chocolats à base de lait végétal ou sans sucre. En fait il faut aussi beaucoup de sans sucre et de manière générale tous les chocolats je les trouve dingues. Ils sont sans gluten et ceux-là sont vegan, donc ça c'est trop une bonne nouvelle. Ça veut dire que dedans il n'y a pas de matière issue des animaux, donc ça c'est chouette si vous êtes vegan, si vous faites attention. Je pense que vous connaissez cette marque. D'ailleurs il y a un autre truc que j'ai de chez eux et que je kiffe, c'est où? Voilà, c'est là. C'est la pâte à tartiner de chez Darden, donc 100% végétale, sans lait ajouté, et elle est trop bonne. Donc voilà, c'est un peu une alternative aux pâtes à tartiner traditionnelles. Donc qu'est-ce que je vais faire pour le chocolat? Je vais simplement couper des carrés, je vais les mettre dans un petit bol et puis je vais les concasser. Pareil cette fois-ci, toujours avec un petit... Si vous savez là, les trucs pour taper, je sais plus comment ça s'appelle. Bah utilisez-le. Voilà, le but c'est de concasser les morceaux de chocolat parce que j'ai pas trouvé de pépites et parce que je préfère le chocolat comme ça. J'ai éteint la lumière derrière moi parce que ça devenait insupportable. Et donc là, je vais prendre les carreaux. Regardez, c'est pas trop satisfaisant ça. Putain, j'adore. Ok. Et donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire, là, vu la quantité, je vais faire 15 carreaux parce que c'est des petits carreaux. Hop. Voilà. Je les coupe en petits bouts. Et là l'avantage de ce chocolat c'est qu'il y a déjà des noisettes à l'intérieur, mais si jamais vous avez du chocolat normal et pas de noisettes, bah, vous pouvez très bien rajouter genre des noisettes si vous en avez à côté. Il y a aussi une autre technique qui existe si jamais vous voulez pas vous prendre la tête avec les carreaux de chocolat. En fait là il me reste des poches à douille en plastique que je vais pas utiliser je pense pendant un moment. Et j'achète plus de ziploc vous savez, mais si vous avez des ziploc franchement c'est la bonne occasion de les utiliser. Donc tout simplement vous mettez le chocolat à l'intérieur d'une poche en plastique comme ça. Et du coup là avec le rouleau à pâtisserie vous avez juste à venir taper comme ça. Alors forcément ça fait plus de bruit, mais là vous avez vraiment un émietté de chocolat qu'on va pouvoir venir rajouter dans notre préparation. Et ensuite on mélange de nouveau. Vous pouvez mettre autant de toppings, de chocolat, ce que vous voulez. Le but, je vous rappelle, là, c'est de faire des cookies un peu plus sains. Donc, évidemment, on évite de rajouter trop de trucs sucrés. Après, voilà, c'est à votre convenance. Je peux pas vous forcer à mettre quoi que ce soit dedans. Mais c'est vrai que vous faites un peu comme vous voulez. Dedans, je vais aussi rajouter des graines de chia. J'ai un mélange là avec des graines blanches et des graines noires. Je vais pas forcément compter. Je vais juste en mettre un petit peu dedans parce que j'adore ça. La préparation pour les cookies est terminée, donc là maintenant il n'y a plus qu'à les prendre dans ses mains et les disposer donc sur une plaque avec du papier cuisson ou alors sur une plaque comme moi parce que j'achète plus de papier cuisson avec du beurre et de la farine. Si jamais vous avez aussi des plaques en silicone c'est bien, moi les miennes sont dans mes cartons donc je ne peux pas les utiliser. Donc écoutez c'est parti pour cette étape un peu fastidieuse mais c'est la dernière étape avant de pouvoir enfin les manger après la cuisson bien sûr. Alors du coup je l'ai pas précisé mais si vous faites ma méthode, donc avec le beurre et la farine dans une plaque, pensez à utiliser de la farine sans gluten, parce que comme la recette est déjà sans gluten, ce serait un peu dommage de mettre du gluten sur la farine qui va vous servir ici pour faire votre truc. Donc moi j'ai mis un mélange là. Donc là du coup maintenant on va juste prendre notre préparation et on va former des boules. Je profite d'avoir encore les mains un peu pleines de farine pour que ça soit plus facile et que ça colle pas trop. Donc je vais juste venir faire des boules que je vais poser et je les écraserai après. Donc là je vais vous montrer une technique que personnellement j'adore pour faire les cookies. J'y ai pas pensé plus tôt alors qu'en fait je le fais tout le temps mais ça prouve à quel point ça fait longtemps que je n'ai pas fait de cookies. C'est de prendre une coupe à glace comme ça, enfin une cuillère à glace et en fait vous avez juste à prendre comme ça. Voilà, et vous pouvez venir disposer directement la boule.
mettez-les en quinconce parce que c'est comme ça que vous gagnerez le plus de place sur votre plaque. Hop. Vachement plus pratique et moins salissant. Vous pouvez même remplir si vous voulez aller à la main comme ça, si vous êtes d'humeur, vous avez envie de toucher la pâte. Si on peut appeler ça vraiment une pâte. Ok, bon, ça y est, on a terminé. Donc maintenant, la dernière étape, c'est que comme naturellement ce sont des flocons d'avoine, ils ne vont pas s'étendre à la cuisson comme des cookies bah voilà, normaux. Donc du coup, c'est à nous de les écraser. Donc pour ça, je vous recommande de prendre soit le dos de cette cuillère-là que vous avez déjà utilisé, soit le dos de n'importe quelle cuillère, juste pour lui donner une petite forme de cookie. Faites attention parce que, bon, bien évidemment, ce sont des flocons d'avoine, donc ça risque de partir dans tous les sens. Donc vous pouvez aussi utiliser vos mains, vous faites un peu comme vous voulez en fait en réalité. Il n'y a pas de technique à proprement parler, vous faites comme vous voulez. Et si vous êtes d'humeur comme moi, vous pouvez rajouter quelques morceaux de chocolat, genre des petits carrés comme ça au-dessus, dans votre cookie. Pour terminer, on va enfourner tout ça entre 10 et 15 minutes au four, pareil à 180 degrés Celsius. C'est parti. Et donc voilà le rendu final des cookies. Alors autant vous dire qu'il y en a plusieurs qui sont passés à la trappe, hein. Je pense qu'entre Henri et moi, on en a tous beaucoup mangé. Mais c'est méga bon, c'est trop bon. Je vous invite fortement à reproduire cette recette si vous aimez les flocons d'avoine, la banane et tout. Mais vraiment, une tuerie ce truc, une tuerie. C'est tout pour le vlog d'aujourd'hui, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant ici et à aller voir mes 2 derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog Mars. Bye bye.